Merci Madame la Présidente. Merci à Daniel de m'avoir invité à venir ici et à parler d'un sujet peut-être qui n'est pas tout à fait simple, mais que je vais essayer de rendre simple. Et pour ça, je vais suivre le plan suivant. Premièrement, vous persuader, mais je crois que ce n'est pas besoin, qu'il y a un vrai besoin d'innovation qui peut être pharmacologique, mais là on parle des antalgiques, il y a donc un vrai besoin d'innovation, mais elle peut aussi ne pas être médicamenteuse. En tous les cas, aujourd'hui, on parle de médicaments, comme l'a dit Elisabeth. Et puis, puisqu'il y a, après ce constat du besoin d'innovation, comment on règle le problème et comment le fait de mieux comprendre les antalgiques peut aider à innover. Il y a d'autres façons d'innover sans doute, mais le sujet ici est de voir si une meilleure compréhension des antalgiques, y compris de ceux qui existent, peut permettre d'innover. Alors le besoin d'innovation, il est simple. C'est un constat thérapeutique que l'on peut qualifier de préoccupant. C'est une pharmacopée qui est ancienne, qui est de plus en plus restreinte, qui a un ratio bénéfice-risque insatisfaisant et qui a vraiment peu d'innovations récentes. Je vais vous illustrer ça en quelques diapositives. Voilà celle-ci qui commence 3000 ans avant Jésus-Christ, où il était question d'opium, vous le voyez. Aujourd'hui, on parle encore d'opium. Donc 3000 ans avant Jésus-Christ, opium, 2019, opium. Ça veut dire que le progrès, quand même, n'a pas fait beaucoup, a peu évolué. Vous voyez toute une série de médicaments, avec soit les dates de synthèse, soit les dates de commercialisation. Et vous voyez qu'à part 2 médicaments en rouge qui sont des médicaments pour la migraine, depuis les années 2000 au XXIe siècle, il n'y a eu aucune innovation pharmacologique. Je parle de concepts nouveaux, je ne parle pas de nouvelles spécialités, je parle de nouveaux concepts. Le dernier, c'est le ziconotides. Et puis vous voyez les produits archi-connus, morphine, aspirine, paracétamol, protoxyde d'azote, vous voyez les dates. La deuxième chose, c'est que cette pharmacopée est de plus en plus restreinte. Alors on la présente de façon schématique en fonction des 3 contextes nosographiques de la douleur, douleur par excès de nociception, douleur neuropathique, douleur nociplastique. Et puis vous voyez les médicaments qui apparaissent, tout ça de façon bien classique. Mais si on regarde aussi les retraits ou les limitations d'emploi, le dextropropoxyphène, le fameux Diantavic que tous les Français pleurent, la codéine, le clonazepam, et puis je pourrais rajouter des médicaments qui sont sous surveillance. Donc la pharmacopée tend à se réduire. Est-ce qu'avec les médicaments dont on dispose, il y en a quelques-uns quand même, on a un ratio bénéfice-risque intéressant, c'est-à-dire soit une efficacité vraiment massive, soit une absence d'effets indésirables, c'est les 2 facteurs qui font le bon ratio bénéfice-risque. Eh bien, je vous ai pris ici l'exemple des douleurs neuropathiques. C'est une étude récente, une méta-analyse récente qui a succédé, vous le voyez, à d'autres méta-analyses depuis 2004, 2009, 2013, 2017. C'est le groupe NEPSIG de l'Association internationale d'études de la douleur, c'est-à-dire le groupe qui s'intéresse aux douleurs neuropathiques et qui définissent un NNT, c'est-à-dire le nombre de patients qu'il est nécessaire de traiter pour avoir un patient amélioré. Et vous regardez les cercles les plus foncés, en noir, et vous voyez qu'il y a un shift sur la droite, c'est-à-dire que le NNT ne cesse au fil des études d'augmenter parce que d'autres essais arrivent, des essais avec une rigueur méthodologique plus importante, en particulier avec des effectifs plus importants. Et quand on augmente cette rigueur méthodologique qui s'améliore au fil du temps et au fil de l'évolution des essais cliniques, eh bien, le constat, c'est que le NNT se dégrade. Par exemple, la prégabaline a un NNT de 10 aujourd'hui, alors que c'est sans doute, on a fait une étude récente, un des antalgiques les plus utilisés dans la douleur neuropathique, un NNT de 10, c'est-à-dire qu'on est très proche du placebo, pour ne pas dire comme le placebo. Eh bien, si vous regardez d'autres syndromes douloureux, j'ai mis ces 2 éléments ici, 2 éléments bien classiques. Le syndrome douloureux chronique le plus fréquent au monde, qui est, on va dire, les lombalgies, eh bien, vous voyez ce qu'il est dit, c'est que les effets des traitements pharmacologiques sont petits, faibles à modérés,
et de durée tout à fait limitée par rapport au placebo. Et puis j'ai mis aussi la fibromyalgie parce que, à la fois, c'est un syndrome qui est bien connu, et puis surtout le résultat. Vous voyez encadré en rouge, si ça se voit, que les traitements qui ont un niveau de preuve fort, ce sont des traitements qui ont à voir avec l'exercice physique. Et si vous regardez les médicaments, c'est encadré en bleu, c'est un niveau de preuve faible. Voilà, donc je ne veux pas être trop péjoratif. Il y a eu quand même quelques innovations. J'ai mis plus ou moins récentes, mais je les ai mis parce qu'elles sont conceptuelles. On a eu les coxibes avec beaucoup de désillusions, puisque la tolérance des coxibes n'est pas très bonne. Alors il y a eu les iconotides, ça c'est une vraie évolution conceptuelle. Hélas, ça n'est utilisable que par voie intrathécale. Et puis ensuite, la migraine, là, alors j'avais mis en rouge ces deux types de médicaments. Les triptans, c'est pas tout neuf, mais maintenant les anticorps anti-CGRP qui arrivent sur le marché. Et puis quand même une perspective qui vient de la recherche fondamentale, qui sont les anticorps anti-NGF, anti-facteurs de croissance neuronale, qui sont des anticorps dont vous voyez un résultat, par exemple ici, un résultat clinique, où vous voyez en vert qu'il y a une chute dramatique, au bon sens du terme, au sens anglo-saxon du terme, une chute dramatique du score de douleur. On a rarement vu une telle chute à la dose la plus élevée. Donc il y a une vraie efficacité dans les douleurs d'arthrose. Le problème, c'est que la tolérance de ces produits-là n'est pas très bonne parce que ça crée des altérations ostéo-articulaires. Pour autant, ça a été analysé, je ne veux pas détailler tout ça, et ces produits, dans les années à venir, vont arriver. Donc il y a bien là une innovation, même s'il faudra faire attention à leur ratio bénéfice-risque. Donc une situation qui n'est pas très optimale, vous l'avez compris. Alors est-ce que le fait de mieux comprendre les antalgiques peut permettre d'innover? Il y a deux façons de répondre positivement à cette question. La première, c'est que si on cherche à identifier le mécanisme d'action des antalgiques efficaces, on peut espérer trouver des substituts avec une efficacité et, espérons-le, un meilleur ratio bénéfice-risque. Ça, c'est vrai pour les opioïdes, c'est vrai pour le paracétamol, c'est vrai pour les antidépresseurs, je vais vous l'illustrer. Et une deuxième façon, alors, je l'illustre ici, mais je vais l'illustrer un peu plus, le raisonnement est le suivant. On part d'antalgiques efficaces en clinique, on essaie de comprendre sur quelle cible, au singulier ou au pluriel, il marche, et à partir de là, on peut concevoir de nouvelles molécules qu'on cherchera à valider en clinique, on fait le tour, mais comme on est parti de molécules connues comme efficaces en clinique, on peut penser que les dérivés que l'on trouvera ont de fortes chances d'être efficaces. C'est pour ça que j'ai mis une pertinence accrue par rapport à une recherche qui serait purement fondamentale, où on identifierait une cible sans aucun lien avec le médicament existant ou avec le patient, et puis on propose des nouvelles cibles. Il y a des tas de nouvelles cibles. Le problème, c'est que face à ces nouvelles cibles, il n'y a aucun nouveau médicament, il y a une vraie frustration. Donc une stratégie pourrait être, ou peut être, je vous l'illustrerai, de partir de ces médicaments connus pour identifier de nouvelles cibles et concevoir des médicaments dont on peut penser du coup qu'ils puissent être efficaces en clinique. Et la deuxième chose, c'est de mieux connaître les antalgiques dans la relation qu'ils ont avec le patient, c'est-à-dire de mieux connaître finalement la réponse du patient aux antalgiques. Aujourd'hui, on a un peu tendance à donner pour les douleurs neuropathiques les médicaments que je vous ai montrés sans vraiment de critères de réponse. Est-ce que tel patient est répondeur ou pas à ce médicament? On ne sait pas vraiment, mais il y a des recherches et je vais vous parler de ça. Donc le premier point, par exemple avec les opioïdes. Tout le monde ici, je pense, sait que les opioïdes activent ce fameux récepteur mu, mais on sait aussi que l'activation de ce récepteur mu, ça sous-tend les effets analgésiques et les effets indésirables et que ça participe à la fameuse crise des opioïdes. Donc le Graal, pour ceux qui s'intéressent aux opioïdes, c'est de trouver, si je résume les opioïdes à la morphine, un équivalent de la morphine en termes d'efficacité sans les effets indésirables. Et là, il y a plusieurs stratégies. Les unes touchent le récepteur lui-même, ça s'appelle cibler les variants, je ne veux pas insister. D'autres concernent ce qu'on appelle des agonistes biaisés. D'autres concernent les effecteurs qui, in fine, au sein de la molécule, sont
activés ou inhibés par l'activation des récepteurs mu, c'est-à-dire qu'il s'agit de canaux ioniques dont je vous montrerai un exemple avec un canal potassique. Donc je voudrais vous parler de ce produit, l'olycéridine, qui est un agoniste biaisé. Ça veut dire qu'il active les récepteurs mu en induisant des mécanismes cellulaires qui conduisent à l'analgésie sans induire les mécanismes cellulaires qui conduisent aux effets indésirables. C'est le rêve. C'est le rêve. Et donc, un laboratoire pharmaceutique a développé ce produit. Voilà ici un exemple dans une chirurgie du gros orteil, on va dire ça, pour faire simple. Et vous voyez l'efficacité de ce produit en bleu, plus ou moins vert, là, avec une comparaison avec la morphine. Il y a donc une efficacité qui est bien supérieure à celle du placebo. Mais si vous regardez aussi l'impact sur la respiration, il y a un effet dépresseur respiratoire. Vous voyez celui de la morphine en jaune et celui du produit en bleu-vert, et il n'y a aucune différence significative. Ça veut dire qu'il semble ne pas se différencier beaucoup de la morphine pour cette fameuse dépression respiratoire à l'origine des décès d'overdose quand même. Et puis, l'autre impact, c'est sur l'effet antiémétique, parce que sur l'effet proémétique, vomitif, et vous savez que ça induit les choses, et vous voyez que ça induit un peu moins de ce trouble-là que la morphine. Donc il y avait une efficacité et puis peut-être l'espoir d'une meilleure tolérance, de moins d'effets indésirables. Hélas, la Food and Drug Administration a dit stop, c'est-à-dire n'a pas donné l'AMM à ce produit, et ils disent, par exemple, je ne l'ai pas discuté là, mais que le risque addictif de ce produit, le risque en overdose de ce produit, n'est pas fondamentalement différent de celui des opioïdes. Et qui plus est, il y avait des problèmes sur l'espace cuté. Donc c'est une déception, alors que c'était une première ouverture. Deuxième illustration, c'est sur ces fameux canaux. Je vous ai dit que je vous parlais des canaux TREC. Ce sont des canaux potassiques. Si on active ces canaux, il y a une diminution de l'activité des neurones. Et la morphine active ces canaux. Dans notre service, on a montré que la morphine activait ces canaux et on pouvait espérer que l'activation de ces canaux conduise à un effet analgésique. Donc vous avez ici par exemple le fentanyl, vous voyez l'effet analgésique du fentanyl ici, et puis si on enlève par voie génétique ces canaux aux souris, eh bien vous voyez que l'effet du fentanyl est nettement réduit. Ça a été montré aussi avec la morphine. Et chose intéressante, si vous enlevez ces canaux, vous ne changez rien à l'effet dépresseur respiratoire, il est le même. Ce qui laisse à penser, c'était pareil pour la constipation, c'est pareil pour l'addiction. Ça laisse à penser que si on active directement les canaux, on aura l'effet analgésique sans les effets indésirables. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà les effets analgésiques de ce produit synthétisé par des chimistes. Vous voyez l'effet analgésique ici où on monte, et vous voyez que cet effet analgésique qui est en bleu ici disparaît si on supprime ces fameux canaux. Donc ça passe bien par ces canaux-là. Est-ce que ce produit-là est dépresseur respiratoire? La réponse est non. Voilà la dépression respiratoire induite par la morphine. Ce produit ne fait rien de différent du véhicule. Et puis la dépendance, voilà la dépendance induite par la morphine. Ce produit, quelles que soient les doses, qui sont les doses analgésiques, ne fait rien. Ça, c'est chez le rongeur. Alors on n'est pas chez l'homme, mais ça ouvre une perspective intéressante. Mieux comprendre des antalgiques, le paracétamol, Elisabeth s'est un peu moquée de moi, elle m'a dit « tu vas parler du paracétamol ». Mais je parlerai du paracétamol rapidement, c'est pour dire que c'est l'antalgique le plus utilisé au monde. Comment marche cet antalgique, on ne sait pas vraiment. Nous, on considère, je ne vais pas détailler ça, qu'il est métabolisé au niveau du foie et qu'ensuite son métabolite va dans le cerveau et subit toute une série d'étapes pour finalement freiner le message nociceptif dans la moelle. Donc ça donne des idées, tous ces mots que vous voyez là, c'est des cibles potentielles pour de nouveaux médicaments qui iraient agir sur les cibles du paracétamol. J'en dis pas plus, mais donc ça ouvre des choses. Les antidépresseurs, maintenant. Ah. Ça ne marche plus. Ah. Plus d'animation. Ah voilà. Les antidépresseurs, le problème des antidépresseurs, c'est que les produits les mieux tolérés, grosso modo, c'est-à-dire les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine, Prozac et compagnie,
faut dire fluoxétine, Prozac c'est un nom de spécialité, ne sont pas efficaces dans la douleur neuropathique alors qu'ils sont très utilisés en psychiatrie. On sait par ailleurs que la sérotonine joue dans la modulation de la douleur. Donc là, il y a un paradoxe. Le paradoxe, nous pensons qu'il est dû au fait qu'il y a de très nombreux récepteurs à la sérotonine et que quand on libère de la sérotonine dans la moelle épinière, par exemple, eh bien, on peut avoir une sorte de déséquilibre là entre ceux-là. Celui-ci, il est plutôt antinociceptif, celui-là pronociceptif, peu importe. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait stimuler celui-là et freiner celui-là. Et si on fait ça, on va récupérer l'efficacité de ces produits. Eh bien, vous voyez ici en rouge que la fluoxétine, Prozac, donc, est peu efficace. Et si on joue sur ce récepteur 5-HT6, eh bien, on récupère son effet. C'est la même chose si on joue sur ce 5-HT2A. Donc, on pourrait concevoir des antalgiques multi-target, comme on dit maintenant. Alors, quand on est un peu ancien dans la pharmacologie, on disait que c'était les produits sales. Et maintenant, tout le monde, c'est la grande mode des multi-targets, c'est-à-dire qu'on va jouer sur plusieurs cibles. Avant, on disait c'est source d'effets indésirables. Maintenant, on dit oh, c'est une chance pour les effets analgésiques. Multi-target, voilà. Alors maintenant, mieux comprendre les antalgiques, deuxième stratégie, c'est essayer d'identifier, on va chez le patient cette fois-ci, non plus dans la recherche, enfin c'est de la recherche, mais clinique, identifier les critères d'efficacité pour essayer d'avoir un traitement le plus personnalisé possible, ce qui aujourd'hui existe peu. Pour autant, je vous montre ici un travail de l'équipe Nadine Attal et Didier Boissira, ici à Paris, à Ambroise Paré, qui ont montré que chez des patients douloureux neuropathiques, si on cherchait le phénomène d'allodynie, c'est-à-dire le fait de percevoir comme douloureux une stimulation non douloureuse, le fait de passer un coton sur la main, par exemple, eh bien, il y a une différence d'efficacité. Les patients qui avaient eu ce symptôme allodynique mécanique, vous voyez, ils répondent beaucoup mieux à la lidocaïne que ceux qui ne l'ont pas. Ça veut dire que ça donnerait un critère de sélection des patients pour avoir une bonne réponse, en l'occurrence ici, à la lidocaïne. Il y a d'autres travaux avec un équivalent de la carbamazépine ou Tegretol, mais là c'est l'os-carbamazépine. Eh bien, vous voyez que si ces gens-là répondent, si on leur stimule une partie du corps et qu'ils répondent beaucoup, on parle de nocicepteurs irritables, il y a une bien meilleure efficacité. Et je vous ai parlé des NNT. Le NNT dans la population qui n'a pas ces nocicepteurs irritables, c'est de 13, donc beaucoup. Chez les autres, c'est 4. Là, de nouveau, on a un critère de réponse potentielle, c'est l'impact du phénotypage. Une équipe allemande a montré qu'on pouvait distinguer dans les douleurs neuropathiques 3 populations. Je ne vais pas les détailler, mais celle en jaune, celle en rouge, celle en bleu. Et ils ont essayé de voir si ces populations-là, en fonction de leur sensibilité thermique, mécanique, de leurs troubles à type d'hypoesthésie, si ces sujets-là, ça a été fait de façon rétrospective, donc il faudrait faire du prospectif, mais étaient plus ou moins sensibles à tel ou tel médicament. Et vous voyez qu'ils esquissent des critères d'efficacité qui laisseraient à penser, par exemple, que les antidépresseurs seraient plus actifs chez les patients douloureux, chroniques, neuropathiques, qui auraient un déficit sensoriel. Voilà. Donc on s'approche un peu de la personnalisation grâce au phénotypage. Tout ceci s'est fait avec des stimuli surajoutés. Et récemment, vous le voyez dans cette publication toute récente, les Allemands ont proposé un questionnaire pour identifier les douloureux neuropathiques en 3 sous-groupes. Donc simplement par un questionnaire, ce qui est aussi intéressant. Donc tout ça, c'est le phénotypage qui est susceptible d'améliorer et d'aller vers un certain degré de personnalisation. Le problème, c'est que c'est fait de façon ponctuelle. C'est-à-dire, c'est au moment de la consultation. Et le douloureux chronique, lui, il a mal tous les jours. Et donc, on pourrait s'interroger sur l'importance d'un suivi en vie réelle, c'est-à-dire de façon longitudinale. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure caractérisation du patient en le suivant, sinon tous les jours, de façon régulière, et non pas une fois tous les 3 mois lorsqu'il voit son spécialiste, ou tous les 6 mois, ou tous les mois. Et donc, l'idée qu'on essaie, nous, de développer dans notre fondation qui s'appelle l'Institut Analgesia, c'est d'avoir recours à la santé connectée. C'est pas une nouveauté. Vous savez que dans bon nombre de situations de chronicité, on essaie d'amener les progrès de la technologie vers la médecine.
Et donc l'idée, c'est de concevoir un outil diagnostique, peut-être aussi thérapeutique, pour avoir une nouvelle sémiologie et identifier des sous-groupes. Je vois que ça sonne, donc je me dépêche. Il y a 3 acteurs, le patient, le médecin, le chercheur. Le patient, on va lui donner un smartphone ou l'équiper d'un capteur, ici une montre, de telle sorte que, de façon régulière, il va, lui, exprimer sa douleur, on va regarder son activité motrice, son sommeil, etc. Donc on va avoir une bien meilleure caractérisation de son état douloureux, voire de son bien-être, ce qui est important chez le douloureux chronique. Et puis, il sera acteur de ça, et il aura donc aussi un rôle. Et on considère que le seul fait qu'il soit acteur de ça peut déjà avoir une vertu thérapeutique. Le soignant, il aura toutes ces données, hebdomadaires, quotidiennes, peu importe, qui vont lui arriver sur sa tablette ou sur son ordinateur ici, et il aura donc une connaissance bien meilleure du quotidien plutôt que la seule interrogation pendant les 20 minutes de consultation. Donc ça va aider aussi à la caractérisation du patient. Ça veut dire qu'on va beaucoup mieux connaître la douleur et son environnement, les comorbidités, etc. du patient, donc mieux le caractériser avec l'idée que si on a ces symptômes objectifs et subjectifs, on pourra les étudier, peut-être avec l'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer dans tout ça, pour identifier peut-être une nouvelle sémiologie et des sous-groupes de patients. Et quand on aura identifié ces sous-groupes de patients, on aura atteint une véritable innovation qui nous permettra de satisfaire cette fameuse médecine 5P, certes la participation, mais la preuve, la prédiction, la prévention et la personnalisation des traitements. C'est un objectif qu'il faut chercher à atteindre, mais pour ça, il faut faire une cohorte. Et l'idée, c'est d'avoir une cohorte en France de nombreux patients, quelques milliers de patients. Donc voilà, pour conclure, je pense que mieux comprendre les médicaments pour innover grâce à la recherche translationnelle inverse, c'est-à-dire on part du constat chez le malade, ici des antalgiques, et on essaie d'innover pour avoir une pertinence accrue, grâce à l'évolution de la recherche clinique pour aller vers des biomarqueurs qui conduiront à la stratification en sous-groupes et à l'identification de critères de réponse. Bien entendu, on ne va pas gommer la recherche fondamentale, mais cette recherche fondamentale, il faut qu'elle s'inspire beaucoup plus du patient qu'elle ne le fait. Et si on réunit tout ça, je pense qu'on pourra identifier de nouvelles cibles, de nouveaux produits, et d'aller vers ce dont tout le monde rêve, la médecine de précision qu'on aime beaucoup en Auvergne. Je vous remercie.